C'est bon. C'est gentil. Bah, du coup, moi aussi, je vais être gentil avec vous. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui avez fait prépa, qui avez fait Sciences Po, qui avez fait des belles écoles comme ça. Mais il y a un truc que les autres, du coup, n'ont pas forcément entendu jusque-là, mais que je vais vous dire, c'est que vous êtes l'élite de la nation. C'est un truc qu'on dit dans les écoles comme ça. C'est un truc qu'on dit en début d'année. Vous êtes l'élite de la nation, tenez-vous, hein. Ça met en confiance. Et vous êtes l'élite de la nation en termes de classe d'âge, déjà. J'ai regardé du coup les statistiques de l'INSEE et j'ai comparé notre génération avec la génération de nos grands frères, grandes sœurs. Donc j'ai deux classes d'âge, on va dire les 25-35. On va mesurer les diplômes, donc c'est rien de regarder avant, on l'a pas encore, mettons, diplôme, ou pas, on n'a pas pu avoir les longs diplômes avant. Donc on va regarder les 25-34 et on va les comparer du coup avec les 35-44, voilà. Et la proportion en 2014 de ceux dont le diplôme le plus élevé était le baccalauréat est sensiblement la même. On est aux alentours de 40%. Par contre, pour ceux qui ont bac plus 3, donc une licence dont le diplôme le plus élevé est équivalent à celui d'une licence, au-dessus des trucs de 2 ans. Alors avant, il y avait des trucs comme le DUG qui n'existe plus aussi. Mais bon, bref. On avait 22% de nos grands frères, grandes sœurs qui avaient un diplôme équivalent à bac plus 3. Nous, on est plutôt 27%. Et d'après ce que j'ai vu, quand on regarde chez les encore plus jeunes et les routes qu'ils sont en train de prendre, ils ont tendance à faire encore plus d'études. Ceux qui ont 20 ans, 22 ans, etc., ceux qui ne sont pas encore dans ces chiffres-là, et donc on ne peut pas mesurer encore, mais ils vont faire pire, ils vont aller encore plus loin. C'est des dingues, on est de plus en plus fous. Pourquoi on fait ça ? Il y a pas mal de raisons. Déjà, on repousse le moment de rentrer dans le monde du travail parce qu'on sait que ça va pas être la folie, quoi. On sait que ça va être les stages de merde, on sait que ça va être payé au lance-pierre, etc. Et aussi, on sait qu'il faut qu'on arrive sur le marché du travail le plus qualifié possible parce que y a eu une inflation terrible, c'est que plus les gens ont de diplômes, finalement, plus il faut de diplômes, parce que pour accéder à la même place, vous allez être en concurrence avec plein d'autres gens qui ont plein d'autres diplômes, donc on est dans une course folle aux diplômes. Moi je dis ça, j'ai le bac, moi je suis dans ceux qui ont le bac, mais je vois bien, je voyais François, ouais, faire un doctorat, etc. Là, on est à l'ENS. Donc voilà, donc en termes de classe d'âge, vous êtes l'élite de la nation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez eu plus que toute autre génération dans l'histoire de l'humanité de la France, eu accès au savoir critique qui est dispensé après le bac. Parce que tout le monde est d'accord, avant le bac, c'est pas tellement du savoir critique. C'est du savoir, on bachote, des trucs cons qu'on apprend un peu par cœur. Pourquoi ? Parce que t'apprends, c'est tout. On n'est pas dans une démarche où on problématise, où on critique. Alors certains profs essayent un petit peu, mais c'est difficile. Les élèves ne sont pas toujours motivés parce qu'ils ont plein de disciplines à la fois. On ne peut pas être expert dans toutes les disciplines à la fois. Bon, à partir de la fac, on va avoir du savoir critique. Critique parce que quand on a une licence, mettons, de français, de littérature, ça n'existe pas, licence de français, de littérature, on est plus à même de regarder Marc Lévy avec scepticisme. On est un peu plus critique. Quand on a une licence d'économie, on est plus à même de remettre en question, je sais pas, les politiques du Fonds monétaire international ou de la Banque centrale, on sait ce que c'est, etc. On devient plus critique. Mais c'est valable aussi pour les sciences, hein. Ce qu'on appelle les sciences dures. Là, j'ai parlé des sciences molles, mais les sciences dures, c'est pareil. Avoir un savoir-faire et avoir un savoir critique en matière d'ingénierie, en matière même de sciences, on l'a vu, la méthode scientifique, qu'on a vu juste avant, c'est une méthode critique qui nous apprend un certain nombre de principes qui vont nous permettre de savoir comment on remet en question les choses. Et les étudiants sont terribles pour ça, hein. C'est même ce qu'on va leur demander à haut niveau. On est censé produire du savoir nouveau, hein, quand on fait un doctorat, donc de remettre en question des choses. Et les étudiants sont terribles pour ça.
ils ont fait des trucs comme mai 68 à un moment. C'est en effet parti des étudiants. C'est parti des étudiants, c'est parti de Paris, c'est parti des étudiants privilégiés, hein, c'était des privilégiés. Nous, autant je vous ai parlé de chiffres de 20%, de 27% qui ont le bac plus 3 et plus, à l'époque c'était beaucoup moins. C'était une petite portion, mais qu'on foutu un bordel. En 68, c'était un vrai bordel. Ils ont remis en question plein de trucs. Ils ont remis en question l'autorité qui était établie en France assez fermement sur deux piliers considérables, qui étaient l'État et la morale catholique, le tout personnifié dans une figure d'autorité absolue qui était le général de Gaulle, un militaire catholique. C'est un truc, aujourd'hui on aurait un peu de mal quand même. Et ils sont arrivés à remettre en question cette légitimité avec un peu de savoir critique, c'est vrai, avec un peu de sciences sociales. C'était sur les facs aussi, les facs d'histoire, que ça chauffait pas mal, les facs de sciences humaines en général. Et puis, il n'y avait pas que ça, parce que s'il y avait eu que ça, les autres jeunes n'auraient pas forcément embrayé. Parce que les autres jeunes ont véritablement embrayé, même s'ils n'étaient pas dans la rue. Il y en a qui les ont rejoints, mais il y en a qui étaient en province, dans lesquels il ne s'est pas passé grand-chose, et qui pourtant ont été imprégnés de l'esprit de mai 68, d'une manière ou d'une autre. C'est que les vecteurs de cet esprit de subversion de l'autorité, ils n'étaient pas seulement dans le savoir critique universitaire, académique, classique, auquel de toute façon tout le monde n'avait pas accès, mais ils étaient dans un certain mode de vie aussi, et dans certaines habitudes qui tranchaient radicalement avec celles de leurs parents. Et par là, j'entends les choses qui étaient arrivées après-guerre en France, la musique américaine, le rock'n'roll, l'envie d'avoir sa propre sexualité, d'avoir la contraception, d'avoir, en somme, des mœurs plus libérales. Voilà. Et ça tranchait, évidemment, avec la morale catholique, qui était encore, qui recevait, je dis la morale catholique, mais la morale catholique avait des relais institutionnels dans les lois, en fait. Les lois de la République avaient des fonds de morale catholique. Et il a fallu détricoter ça. Et les enfants de mai 68, tous, ont détricoté ça au fil des années. L'aboutissement de ça, évidemment, c'est Mitterrand, 81, les socialistes au pouvoir, abolition de la peine de mort, des trucs comme ça. Tout ça, c'est l'héritage aussi de mai 68. Et les jeunes, ceux qui n'avaient pas nécessairement fait mai 68, ont détricoté ça aussi dans leur manière de vivre et dans leur culture qui a tranché, du coup, avec celle de leurs parents. Quelle est la culture aujourd'hui des jeunes qui tranchent avec celle de leurs parents? C'est un peu celle dont on vous parle aujourd'hui, ce mode de vie, ces cultures numériques, et puis YouTube. Et YouTube, et la vulgarisation, et le fait qu'on regarde sur Internet. Vous avez vu, les médias s'affolent, hein, il y a eu, je ne sais plus, Video City, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, le salon, là, il n'y a pas longtemps. Comment vous dites? Paris Video City, voilà. Et les médias se sont beaucoup moqués, en fait, hein, de la manière dont les gamins étaient fous de ces podcasteurs, etc. Alors oui, ça peut avoir un aspect assez risible, mais il y a surtout beaucoup d'incompréhension et de méfiance, parce qu'il y a un problème de légitimité pour ces youtubeurs. Et c'est de ça dont on va parler. J'ai fait une super longue intro, je me rends compte. Sur mon papier, ça fait 4 lignes. Et il y a un problème de légitimité chez ces youtubeurs. Bon, on va faire rapidement une petite sociologie à vue de nez, c'est la sociologie pas du tout académique, via les gens que je connais. À quoi ça ressemble un youtubeur? Qu'est-ce qu'ils font? Un youtubeur ou une youtubeuse d'ailleurs, mais enfin on constate que quand même ces messieurs sont plus nombreux à prendre la parole sur l'espace public. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 thèmes qui reviennent, 3 manières de procéder qui reviennent souvent, soit l'humour. L'humour, c'est bien, les gamins adorent. Les gamins, la porte d'entrée naturelle, c'est l'humour. Ça crée de la sympathie, tout le monde comprend, c'est très bien. Et puis il y a les tutos aussi, on peut faire des tutos sur Internet. Moi, l'autre jour, je ne savais pas couper un poireau, j'ai regardé, j'ai trouvé... J'étais super... Mais vous savez couper des poireaux, peut-être? Vous savez qu'est-ce qu'on garde du vert, du blanc et tout? Les poils là-haut au bout, là, on les mange pas? On les jette, on les plante, on sait pas. Ben moi je savais pas, donc je suis allé voir sur Internet et j'ai trouvé vraiment des tutos. Il devait y en avoir 2 différents, alors il y a peut-être 2 méthodes différentes, je sais pas, j'en ai regardé qu'une. Et on peut apprendre plein de choses comme ça, donc des tutos, il y a des tutos beauté, tutos maquillage, tutos jardinage, tutos bricolage, tutos poireaux. Et puis il y a la vulgarisation, ce dont on vous parle aujourd'hui, des gens qui
transmettre du savoir. Alors évidemment, c'est pas la même chose que la production de savoir. La production de savoir, c'est pas dans le même domaine. Non, nous, ce qu'on fait, c'est plus comme sur Wikipédia, si vous voulez. Nous, notre rôle, c'est de vous mettre à disposition du savoir qu'on n'a pas produit nous-mêmes, mais dont on vous donne quelques sources quand même. Voilà, on vous dit quand même d'où ça vient, et on vous les choisit, on sélectionne, on essaie de donner un peu du sens en fonction d'un message, d'une idée qu'on a envie de vous faire passer. C'est ce qu'on fait à peu près tous les gens là ce soir, sauf peut-être François qui nous a parlé de sa thèse. Donc lui avait produit quelque chose à ce moment-là, mais si, il vous a vulgarisé sa thèse en fait, dans une certaine mesure. Donc encore de la vulgarisation. Et donc la vulgarisation, elle est faite, c'est assez marrant, par des gens qui ont des profils assez différents. Il faut que j'arrête avec François, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des... Je sais pas, je rougis. Il y a des gens qui ont des diplômes importants, et parce que j'ai regardé un peu même les profils de gens que je connais pas personnellement et tout, pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens qui font de la vulgarisation. Est-ce qu'ils ont tous un diplôme, un truc? Est-ce que c'est des frustrés qui auraient aimé être prof, par exemple, et qui, faute de poste, parce que c'est pas facile d'avoir un poste, par exemple, dans la recherche. Quelqu'un comme, je crois, Léo d'Heurti-Biologie dit que c'est pas évident de se faire une place dans la recherche, que le monde de la recherche ne permet pas non plus de faire tout ce qu'on voudrait faire, et que donc voilà, lui il est plus autonome, il s'y retrouve plus là-dedans. Donc il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme comme moi, j'en connais d'autres, je ne vais pas forcément donner les noms, parce qu'il ne faut pas nous stigmatiser pour autant. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait de la vulgarisation, on est dans un processus qui n'est jamais très loin des processus d'autodidacte en fait. Parce qu'il va falloir qu'on se forme nous-mêmes pour pouvoir essayer de former les autres. Et en plus, au moment où nous, on essaie de vous former, vous répondez des fois, et on en apprend d'autres choses aussi. Et on fait super gaffe, parce que voilà, c'est des allers-retours permanents. On fait super gaffe, pourquoi? Parce qu'on a, même pour ceux qui ont des diplômes, quand même, un peu moins pour eux, mais quand même un peu, le problème de la légitimité. Hein, on n'a pas le titre de... Ça n'existe pas, on n'a pas passé de diplôme pour être vulgarisateur de YouTube. Il n'y a pas d'école qui va vous former à faire de bonnes vidéos de vulgarisation de YouTube. De la même manière que les diplômes d'études supérieures vous donnent certes beaucoup de savoir, mais elles ne vous enseignent pas nécessairement la pédagogie. Bon, il n'y a aucun diplôme pour ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de diplôme de pédagogie, et c'est valable aussi pour YouTube. Donc il va falloir qu'on se la forge nous-mêmes, notre légitimité, d'autant plus qu'elle est remise en question par ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui se moquent aisément des youtubeurs. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des institutions. Je pense aux médias, il y a eu énormément d'affaires quand même, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez vu Twitch au Grand Journal, vous avez vu... je veux dire, il y en a une tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a un truc qui passe pas, les gamers ou les joueurs ou les gens qui regardent des vidéos réagissent en disant « mais on nous traite mal !» Et puis, dans 6 mois, rebelote, parce que de toute façon, les gens à la télé, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas changé d'opinion pour autant, ils ont 50 ans, ils voient leur fils qui fait des trucs bizarres, ils ne comprennent pas. C'est pas grave, le roulement va finir... Wow, ouais. Le roulement va finir par... Je me suis senti seul d'un coup, plus de retour. Le roulement va finir par se faire, mais ce sont des institutions qui sont eux-mêmes en crise de légitimité, en fait. Les médias, les politiques, dans une certaine mesure, même les institutions de l'éducation, les profs de fac, etc. Les profs de fac peuvent vous dire des choses, comme ce sont des choses que j'ai entendues. Mes élèves, qu'est-ce que je dois leur apprendre quand ils ont tout sur leur PC, toutes les dates, les machins? Vous écoutez Finkielkraut, il vous dit le but de l'école, c'est d'apprendre du vrai savoir. C'est-à-dire les dates, le récit national, de vous faire rentrer dans le crâne un certain nombre de choses qui vont vous discipliner, c'est quand même le but du truc, et de vous faire rentrer dans le crâne, voilà, une somme de connaissances qui vont faire de vous quelqu'un de sérieux pour Alain Finkielkraut. Et, or, les profs de fac sont en train de se rendre compte que toutes ces connaissances, en fait, vous les avez déjà potentiellement, vous êtes équipés, on est tous équipés d'outils qui nous donnent une connaissance brute à peu près infinie sur n'importe quel problème. Je cherche la définition d'un mot, j'ai un dictionnaire dans mon truc, j'ai Word Reference si je cherche le mot en anglais, j'ai tout ce que je veux dire, j'ai Wikipédia, si je cherche ce qui s'est passé à la bataille d'Azincourt, je peux trouver tout, j'ai la connaissance illimitée, le pouvoir.
Mais sans maîtrise, la puissance n'est rien, un grand pouvoir, grande responsabilité, etc. Et ça va être ça le rôle de votre prof à la fac en fait. Et ils commencent à le comprendre maintenant. Ils commencent à comprendre que le corps de leur cours, avant peut-être pouvait suffire, maintenant il va falloir qu'ils enseignent un peu plus que ça, parce qu'eux-mêmes ont un problème de légitimité. Ils peuvent être repris par leurs élèves parce qu'ils ont dit une connerie et que c'était pas écrit pareil sur leur écran. Vous êtes sûr monsieur, parce que moi, le petit con... Alors ça les énerve, mais ils se remettent un peu en question, hein, et ils disent, bah voilà, le rôle aussi du professeur, enfin, de toutes ces institutions qui à la base étaient légitimes en soi, en elles-mêmes, aujourd'hui ça va plus du tout de soi et doivent repenser leur rôle. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la légitimité? On arrive à cette question qui est chiante, parce que la légitimité, ce qui est légitime, c'est quelque chose qui est reconnu comme légitime en fait. Si c'est pas légitime, c'est qu'on ne le reconnaît pas comme légitime. La légitimité, c'est un truc qu'on produit à plusieurs, parce qu'on croit tous ensemble en un même truc. Si demain, prenons un exemple, si demain les policiers, on apprend qu'il y a la moitié des policiers, c'est des faux. C'est des faux, c'est des mecs qui font trop style, et ils ont acheté le costume, ils ont mis des stickers sur leur bagnole, et il y en a la moitié, c'est des faux. On apprend ça, on n'aura plus confiance dans les policiers, et on va se dire, soit c'est un vrai policier, celui-là que je vois là, soit c'est un mec avec un habit de policier qui fait style qu'il est un policier. Il aura donc un problème de légitimité, et ça va délégitimer tout, parce qu'on ne croit plus. De la même manière qu'avant, qu'aujourd'hui, quand on voit le président, on a l'impression que c'est un mec dans un costume de président qui joue à faire comme s'il était le président. C'est exactement... François Hollande est perçu comme ça, en tout cas. Et c'est pas le premier, c'est pas le seul, c'est pas la seule des figures d'autorité dont on commence à percevoir que si on cesse d'y croire, en fait, c'est bidon. Si on cesse de croire que le Monde, c'est le journal de référence, bah c'est un journal, quoi, et puis ça se trouve, il y a des conneries dedans, on peut croiser, il a peut-être un point de vue particulier et tout. L'accès à ce savoir critique, c'est largement diffusé dans la société, au point que ça a fait de nous des êtres hyper critiques. Bon, alors c'est génial quand il s'agit de remettre en question la légitimité, mais ça nous donne aussi, du coup, comme je disais, une responsabilité. La responsabilité, déjà, de faire vivre ce truc-là, ça c'est... quand je dis nous, les vulgarisateurs, machin, en fait, moi, mon rêve secret, c'est que tout le monde vulgarise tout. Que vous avez un savoir, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez forcément un savoir qui, dans une certaine mesure, est un savoir critique. Même, par exemple, ce que vous avez appris, si vous avez bossé au PTT cet été, vous en savez plus sur les PTT que ce que pourrait vous dire n'importe quel ministre, je sais pas quoi, chez Bourdin, sur ce qu'il croit savoir de comment fonctionnent les PTT. C'est vrai, vous avez un savoir critique, en fait. Il faut savoir, moi de mon idéal, voilà, c'est qu'on devienne tous émetteurs et récepteurs, parce que la vulgarisation, ça existe depuis des plombes. Sciences et Vie Junior, c'est de la vulgarisation, C'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation. Dans les sciences, je sais pas, Il était une fois l'homme, c'est de la vulgarisation, et c'est génial, c'est génial. Ce qui a changé, c'est pas que maintenant il y a plus de vulgarisation, c'est que maintenant c'est nous qu'on l'a fait, si on veut. On peut en produire nous-mêmes. En étant vigilant, vu qu'on a ce problème de légitimité, qu'à la base on n'est rien, on va être 2 fois plus vigilant sur... bon, il faut quand même pas que je passe pour un guignolo, quoi. Faut que j'ai l'air de maîtriser mon affaire, faut que je cite un peu mes sources, etc. De la même manière que... Vous savez, je sais pas si vous avez encore des profs assez old school pour vous dire Wikipédia, c'est pas une vraie source. Oui. Ouais. Mais Wikipédia, son but, c'est pas d'être une source, c'est de vous aiguiller vers des sources. Si c'est dans Wikipédia, bah vous vérifiez la source qu'il y a dans Wikipédia. Nous, on sait ça. Nous, on le sait assez largement. Parce que quand dans les médias, j'entends des gars dire ouais, mais c'est sur Internet, on peut rien vérifier, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est... On sait, il suffit de vérifier d'où ça vient. Et nous, on est habitués à le faire, en fait. Parce que quand on voit un article dans notre timeline et qu'on se dit waouh, le titre est racolaire, mais ça pourrait m'intéresser, c'est quand même fou. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Si je vois, je sais pas, on découvre qu'à l'intérieur de la Terre, il y a vraiment des hommes lézards. Bon, bah ça peut être sympa. Je ne sais pas. Donc nous, on peut trouver ça cool sur le moment, mais on va avoir envie d'aller vérifier. On a ce réflexe, nous. On l'a. Et ça, c'est déjà la manifestation
de notre savoir critique. Parce que ce même réflexe qu'on applique à ceux qu'on est habitué de voir depuis 10 ans sur tous les forums, sur tous les sites, sur toutes nos timelines, etc., ce même réflexe, ben on l'applique, et c'est là le problème, on l'applique aussi quand on regarde le monde, ceux qui ne le font pas encore devraient s'y mettre, quand ils regardent BFM, quand ils écoutent France Inter, etc. On sait que faut pas faire confiance aveuglément à quoi que ce soit parce qu'on vous dit parce que c'est comme ça. Et le problème, c'est qu'on est encore dans un régime politique qui continue à nous dire on va faire comme j'ai dit parce que c'est comme ça. Ils n'ont pas encore compris qu'on ne gouverne pas de la même manière un peuple d'experts citoyens, entre guillemets. Vous pouvez tous devenir experts demain, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, ça vous prendra mettons 1 an à vous cultiver, vous êtes fan de pêche à la mouche, vous pouvez passer 1 an à étudier la pêche à la mouche gratos chez vous, sur des forums, sur des machins, et devenir un expert citoyen de la pêche à la mouche. Bah oui, mais quand il y aura une discussion de projet de loi sur la pêche à la mouche, vous pourrez la ramener, et vous verrez que vous y connaîtrez beaucoup mieux que le ministre ou le député qui rapportera le truc à l'Assemblée, machin. Et ben, on ne gouverne pas pareil un peuple comme ça qu'un peuple qui croit ce qu'on lui dit dans les journaux, comme nos parents en fait. Nos parents, dans une certaine mesure, alors il y en a qui ont un peu évolué, mais si c'était vrai, si c'était à la télé, c'est que c'était vrai, quoi. C'était au point que c'était un argument de vente. Vu à la télé, donc c'est sérieux, donc c'est légitimé par la télé. Sauf que maintenant, les politiques sont vus à la télé, ils sont légitimés par la télé, mais la télé est plus elle-même légitime, alors comment on s'y retrouve, nous? Comment on reproduit de la légitimité? Comment on... C'est le bordel, c'est le gros bordel. Et on va être dans une situation... Je vais terminer sur une perspective historique. Quand on a fait... Alors c'était pour nous, hein, mais, la Révolution française, c'était il y a longtemps. Quand ils ont fait la Révolution française et qu'ils se sont dit, bon, il faut le droit de vote, mettons, de représentation, etc. Ah bah ouais, mais les pégus, ils savent pas lire. Ah, bon, on a mis du temps avant d'alphabétiser la France pour avoir on va dire, pour avoir un peuple digne des droits qu'on venait de lui accorder, si vous voulez. Et on a mis beaucoup de temps, hein. C'était un vrai travail de terrain, alors pas seulement pour alphabétiser, mais aussi pour politiser, pour leur dire l'enjeu que c'était, etc. Il y avait c'était la bataille, ça s'est terminé, je pense, à l'époque de la Troisième République, où c'était les républicains qui avaient des clubs dans toutes les villes et tout, pour enseigner aux gens ce que c'était que la République, hein. Intéressez-vous, c'est sympa, allez-y, allez voter, machin. Ça a été un gros boulot pour former le peuple qu'on avait envie de voir advenir. Et puis, il y a ceux dont le peuple a évolué comme ça, alphabétisation, modernisation de plein de trucs, ouverture sur le monde, mais dont le régime n'a pas changé. Je pense à ce qui s'est passé au Maghreb il y a quelques années. C'était exactement ça. On avait des jeunes qui allaient à l'université, etc., et qui se retrouvaient face à un régime qui leur disait « ta gueule, parce que c'est comme ça », et puis « non, droit de vote, ta gueule ». Donc, voilà, là, ça a créé un truc. Qu'est-ce que ça va créer d'avoir une société pleine d'experts citoyens qui partagent les connaissances les uns avec les autres, etc. Bon, moi, je sais pas. Moi, j'essaie d'être optimiste, c'est pas facile en ce moment. Mais tout ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ce savoir critique, il va falloir le diffuser, il va falloir le mobiliser, y compris parce que ça nous permet d'être critique à l'égard du régime, par exemple, sous lequel on vit aujourd'hui. Comme je vous disais, avoir des connaissances, il faudrait que tout le monde ait des connaissances, même de base, mais au moins un peu critique en économie. C'est bizarre qu'on n'en ait pas. Je veux dire, on est dans une société de marché, le monde est gouverné par l'économie, et on peut faire tout un cursus jusqu'au bac sans avoir eu un seul cours d'économie. C'est quand même assez... Alors évidemment, on est plus facilement gouvernable si on ne s'intéresse pas et qu'on part du principe que nous, on ne comprendra pas. Mais en vrai, on peut comprendre. Hein. C'est pas si... Il n'y a pas que l'économie, je pense à l'informatique. Je pense à tout ce qui est... On est captif d'univers numérique. Ça fait, tu sais, comme les vieux. Les jeunes sont captifs d'univers numérique. On ne les reconnaît plus. Ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Et non, c'est pas vrai. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, on est captif d'environnements numériques verrouillés qu'on ne serait pas foutu de démonter pour voir comment c'est fait dedans. Voilà. Et enseigner le code à l'école, enseigner le code au lycée, je pense que ça devrait être dans la panoplie de ce dont un citoyen a besoin s'il veut survivre et se défendre dans une société moderne. Voilà. Et donc non seulement se défendre, non seulement critiquer, mais aussi parce qu'ensuite on va devoir réclamer le droit de prendre des décisions dans tout un tas de domaines dont pour l'instant on est exclu.
que pour l'instant on confie à des experts dans lesquels on a de moins en moins confiance, donc va falloir qu'on s'occupe du truc nous-mêmes, quoi. Et pour ça, va falloir qu'on continue à se cultiver, qu'on continue à apprendre et à partager, et voilà, et ce sera mon mot de la fin. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Amusez-vous bien.